to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Eh oui les petits enfants, Papy est de retour et il est content de vous faire la présentation de Monsieur de Ajus, Monsieur de Colby et Monsieur de Ichtertz. Bonjour à eux et bonjour à moi-même. Bisous les petits enfants. Bonjour Papy, comment ça va? Bonjour Papy. Ça va bien les petits enfants? Écoutez, vous pouvez parler un petit peu plus fort, je vous entends pas très bien, mais ça va parfaitement bien de mon côté. Bon bah très bien, très bien. En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver Papy, parce que j'ai entendu dire que depuis la semaine dernière, tu as mangé des kilos de tarte aux pommes et je m'étais dit peut-être qu'il était tombé en léthargie digestive, mais je suis ravi que tu sois frais pimpant comme chaque semaine. C'est qui que tu traites de tartampion, espèce de petit saligo? Je vais venir te régler ton petit compte. C'est pas ce qu'il a dit, Papy. Eh ben, j'en ai rien à faire. Moi, je vais aller aux toilettes parce que j'ai besoin d'aller pousser de la fonte. Ah, c'est pas comme ça qu'on dit. Ben, je m'en fiche. Bon, bah, je crois que ça y est, Papy nous a quittés pour l'instant. En tout cas, rassurez-vous, il est toujours vivant. Et moi aussi, je me permets de saluer Yann Colby de Wrestling Clinic, Alain Ichtertz du garage du même nom, ouvert du lundi au lundi, sans pause, même le dimanche, porte ouverte. Et évidemment, Christophe de Ajus, ça c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue les amis. Enfin, sans pause, il y a quand même les pauses de pare-choc. Oui, les mini-pauses. Bonjour à tous, salut Yann, salut Christophe, salut à l'univers d'Ajus. Ravi de vous rejoindre encore une fois pour une review de la ECW on Sci-Fi. Quelle est la date? Voilà, Alain, les gens tremblent, ils ont les fesses qui font bravo. Donc vas-y. Oui. Alors, c'est le 4 juillet 2006. C'est la fête nationale aux États-Unis. Et oui. Je l'ai travaillé. Je l'ai répété 5-6 fois devant mon miroir ce matin. Et nous sommes, mon cher Alain et mon cher Yann, à Philadelphia, Pennsylvania. Est-ce qu'on ne pouvait pas rêver d'une meilleure ville pour cet épisode qui marque un tournant très important dans l'histoire de ce show? Tout à fait. Capitale américaine, la naissance des États-Unis. Oui, attention, parce que les gens, déjà, dans les commentaires, déjà, boum, capitale américaine, non. Washington, District of Columbia. Je vous rassure, Yann Colby le sait parfaitement. Mais quand c'est capitale, c'est là que les États-Unis ont créé leur histoire, en quelque sorte. Ont été fondés en 1776, je crois. Si je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, voilà, la naissance des États-Unis à Philadelphie, la naissance de la ECW à Philadelphie. Donc, c'est deux destins croisés qui, aujourd'hui, nous donnent un show tout à fait particulier, comme tu l'as dit, et qui était, une fois de plus, une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé 45 très bonnes minutes. C'était pas le plus grand show de catch, mais c'était très divertissant et ça passe comme une lettre à la poste. Exactement. Quelqu'un m'a fait remarquer il y a quelques années sur les réseaux, excuse-moi Alain, qu'une fois n'est pas coutume ne veut pas dire ce que tu penses, mais tout le contraire, et en l'occurrence ça veut dire ce que ça veut dire que pour une fois c'est un bon épisode, et en l'occurrence les autres étaient pas mal aussi, donc je pense que tu l'utilisais comme moi je l'utilisais avant. Et je suis d'accord avec toi, épisode très sympa. Une fois est coutume. Voilà. Je vous en prie mon cher Alain, poursuivez. Je pense qu'on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet, chers amis. Ah, monsieur veut aller dans le vice directement. Ça, on reconnaît Alain, c'est sa spécialité, on n'en dira pas plus. Je voulais quand même préciser que c'est un épisode très sympa. On va avoir une nouvelle superstar qui effectue ses débuts et on va également découvrir une nouvelle tête qui risque de faire parler dans les mois et années à venir. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est d'elle dont tu parles ? Non, ce n'est pas de cette tête-là. La réactivité de Yann Colby, bam. Avant l'émission, je vous dis tout. Il me dit, ouais, tu feras attention parce que mes fichiers sont un petit peu en bazar dans mon ordinateur. Tu peux fermer le rideau fuchsia, s'il te plaît. Et ensuite, il parlait à son assistante. Et puis ensuite, il nous sort des trucs comme ça à la va-vite. Ça, c'est la classe à la Wrestling Clinic. Bravo à vous. Ah, mais oui. Donc effectivement, là, tu as dit qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je tiens à saluer le très grand travail de la réalisation, parce qu'on est à des années-lumière, et là, je sais qu'années-lumière, ça veut dire années-lumière. On est à des années-lumière de s'imaginer qu'il n'y a que 1500 personnes, c'est-à-dire 1000 de moins que lors de Wanashtang. Si, il y a eu là. C'est vrai, je m'en étais pas rendu compte. Effectivement, bon, c'est écrit évidemment là sur ton écran, mais en regardant l'émission, je m'en suis pas rendu compte. Moi, j'ai terminé mon petit résumé d'avant-show en disant
que c'est la première grosse erreur commise dans les choix pour la ECW, à mon avis. Mais questionnement, hein, ça c'est le professionnel de télévision qui parle, on aura peut-être la réponse à la fin de ce show. La direction de la WWE avait-elle le choix? Nous allons répondre à cette question et à beaucoup d'autres qu'on ne se pose même pas encore avec ce résumé donc de l'épisode du 4 juillet 2006 à Philadelphia, Pennsylvania. C'est l'heure donc de la ECW. Voilà, c'est tout. Quelle belle présentation, Christophe. Quelle belle présentation. Alors, Ishtou, vas-y, lance-nous dans le bain, comme disait. Je sais Comme pas. disait le bain moussant. Ouais. Alors, on commence avec une introduction de Paul Heyman. Non, je cherchais le nom de l'entraîneur de Laure Manodou, mais il ne me plus. Gérard Philippe, non, Lucas. comme ça. Philippe Lucas. Gérard Philippe, c'est autre chose. Effectivement, pour les jeunes qui nous regardent, c'est un petit peu Ryan Bensetti, mais des années 50. Vas-y, Ishtou. Alors, on commence avec l'intro avec Paul Heyman, on rappelle que Rob Van Dam a perdu son titre de champion WWE à Raw la veille, dans un triple threat match contre Edge et John Cena. Il l'a perdu contre Edge. Et il rappelle que par contre, il reste officiellement le champion de la ECW. Il est rapidement interrompu par le Big Show qui débarque en trombe dans son bureau et qui lui dit voilà, quand tu m'as fait venir à la ECW, tu m'as dit que j'aurais certaines libertés et sans doute un match de championnat. Donc le match de championnat, maintenant, je l'exige et je le veux aujourd'hui. Donc le Big Show qui fait un peu son bully, si je peux me permettre, hein, c'est clairement un peu l'attitude du Big Show qui va montrer, qui va bomber le torse devant Polo et qui va lui dire voilà, ce soir je veux et j'exige d'exquises excuses. Ça, c'est très dur à dire. C'est un exercice de diction. Donc voilà, le show est lancé. Le Big Show demande un match de championnat à Paul Heyman contre Rob Van Dam. Et Paul Heyman, il est très pensif parce qu'il dit ouais, mais attends, t'as vu ce qu'il a déjà mangé, Rob Van Dam, depuis toutes les semaines. Hier, il était à Raw dans un match triple menace quand même. Je ne sais pas si je peux tout de suite te le donner, même si, comme tu l'as dit, Alain, très justement, il dit non, mais en fait, je te le demande pas. Hein, je l'exige ce soir. Mm-hmm. Oui, c'est exactement ça. Paul Heyman rappelle que RVD a affronté Edge, Cena et Kurt Angle et qu'hier soir, comme dit, il a affronté Edge et Cena. Donc il faudrait normalement qu'on soutienne Rob Van Dam, lui dit-il, mais le Big Show ne lui laisse pas de choix. Il le brutalise et l'oblige à accepter et bam, on part sur le générique de la ECW et on revient immédiatement dans cette salle à Philadelphie, en Pennsylvanie, où on reconnaît quelques habitués. Au premier rang notamment. Je suis allé continuer, ouais. Moi aussi, notamment. Notamment, c'est tout. Notamment. Le Hat Guy. Non, il était là. Non, il n'était pas là. Chemise Hawaiian Guy. Ah oui, c'est lui, le Hat Guy. Mais il n'avait pas son chapeau. Écoute, j'ai pas fait attention à sa tête. Je n'ai regardé que sa chemise. Et c'est sans doute mieux pour lui. Mais après, c'est assez logique qu'on ait une foule. Et c'est vrai que pendant tout le show, elle était très chaude et très, très ECW-esque. Parce qu'on est quand même le 4 juillet. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, SmackDown de ce soir, enfin le SmackDown de jeudi. Non, le SmackDown, comment ça se passait à l'époque? C'était Thursday Night SmackDown. Ouais, il était déjà enregistré depuis la semaine passée. Donc en fait, il n'y avait que ce show qui était tenu ce soir-là. Donc il y a Tout pas certainement aussi la petitesse de la salle. Exactement. Du public, parce qu'on est dans la salle de Survivor Series 2006. Ah. Je crois que c'est dans la même salle. Donc effectivement, on n'a que 1500 personnes et dans 6 mois, on en aura 15 000. Mais oui. voilà, le 4 juillet, il n'y a pas de SmackDown, donc forcément, il n'y a pas de public WWE lambda, enfin public général. Les gens ont autre chose à faire lors de la fête nationale, donc on a un comité tout à fait restreint, familial et encore plus chaud que les dernières semaines qui étaient déjà assez sympas quand même. Effectivement. Et on enchaîne avec Kelly, avec, je cite, la star du Kelly Exposé. Étonnamment, ni Taz ni Joey Styles ne le prononcent ainsi. Mais la star, moi j'ai mis point d'interrogation, parce que bon, je ne dirais pas que forcément que c'est une star. Et c'est la fête nationale, mais ce n'est pas la fête de la danse. Une fois de plus, c'est tellement gênant que la chaise tombe à la renverse. Bon, en vrai, c'est Kelly qui la repousse, mais bon.
Et Mike Knox vient nous sauver, mais très joli faux nu. À un moment, on se dit, ouh là là, elle a plus de soutif. Mais en fait, si, c'est un soutif qui cache peu. Je vous trouve vraiment très très dur avec Kelly Kelly. Je trouve qu'elle fait des efforts et je trouve qu'elle C'est-à-dire, gagne. précise ton propos. Elle gagne en personnalité, Kelly Kelly. Je trouve qu'elle s'affirme de plus en plus dans son Extreme Oui. Exposé. Elle gagne en personnalité, mais elle perd en talent, quoi. Ou alors, c'est-à-dire, ce qu'elle gagne en personnalité, nous, on le perd en temps, quoi. En temps de vie, ouais, surtout. On ne peut pas parler avec vous. Non. Voilà. On arrête l'émission, Alain démissionne. En direct, 4e épisode, Alain démissionne. Le seul truc, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que les semaines précédentes, on entendait les mouches voler, et ça aussi, ça veut dire ce que ça veut dire pendant le striptease. Et ensuite, ils rajoutaient des bouts quand il y a Mike Knox qui arrive. Cette semaine, ils ont quand même fait l'effort de rajouter des sons de fausses foules enthousiastes dès le début du striptease. Alors, moi, je pensais que c'était naturel, mais je me trompe peut-être. Tu as peut-être raison, c'est peut-être du son rajouté. C'est à 100% naturel. En tout Comme cas, Kelly Mike Kelly. Knox et Kelly Kelly retournent au vestiaire. Et ensuite, boum, segment suivant, c'est la surprise, c'est Mike Knox. C'est ça. Et oui. On ne s'y attendait pas, mais il revient direct, il n'a pas le temps, Mike Knox. Hein. Il renvoie Kelly Kelly au vestiaire, puis il revient et il a un match. Contre Guido. Ouais. Exactement. Justin Roberts, d'ailleurs, l'annonceur de la ECW, qui annonce Little Guido old school, vraiment. Donc, sur le synthé, il y a juste écrit Guido, et il l'annonce en Little Guido mariachi. Comment on dit déjà? Je sais Maritano, plus, je voilà, crois. merci. Pour l'avoir noté. Et, alors, c'est Maritano? J'ai toujours cru que c'était Maritato. Ah, peut-être. Moi, je l'ai fait comme ça à la volée. Et je me posais la question en voyant Justin Roberts. C'était lui lors du premier et deuxième épisode? Oui, c'était Ah, Justin d'accord. Roberts. Ouais. Ok. Je croyais qu'ils avaient changé. D'accord. En tout cas, il n'y a que écrit Guido sur sa présentation. Et selon Philadelphie, Mike prend un certain Dick en bouche. Et Philadelphie lui dit également de shut the fuck up. Ce qui nous fait une promo en disant que Kelly Kelly est sa compagne et que lui a le droit de la voir sous toutes les coutures, mais nous n'avons le droit que de voir les coutures de ses vêtements. C'est ça. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match. J'ai trouvé que c'était rien de particulier. En tout cas, ça cassait pas 4 pattes à un canard. C'est le Mike Knox de cette époque. Il ne me submerge pas de force ou d'autres, comme ça a pu être le cas quelques années plus tard quand il a sa grosse barbe de viking. Là, pour le moment, c'est juste un mec qui perd un peu ses cheveux et qui nous emmerde avec sa nana. Mais sinon, c'est pas dans le ring, je suis pas impressionné. Il n'y a pas de quoi être spécialement impressionné. Le match ne dure pas longtemps. Il y a 4 enfourchements de suite. Il y a vraiment rien de spécial. Juste un petit comeback de Guido pour chauffer un peu la foule, parce que c'est un peu le régional de l'étape, Guido, quoi. Mais très rapidement, Mike Knox qui remporte ce match avec sa version à lui du Sister Abigail. Je ne sais pas le nom. Il me semble que Joey Styles ne le donne pas. Non. Moi, j'ai noté que tu avais raison, que c'était effectivement Sister Abigail, puisqu'on doutait de toi lors de l'épisode précédent. On rappelle que Knox a battu Doring la semaine dernière. Les fans lui chantent You Can't Wrestle. J'ai noté grosse ambiance à Philadelphie. Hâte de voir leur réaction pour le main event. Là, j'étais un petit peu sadique à ce moment-là. Comparé à Guido, je trouve que Knox ressemble à un géant. Il y a vraiment une belle opposition de style entre les deux physiques. 4 body slams de suite, comme l'a dit Alain, et Taz n'a pas réussi à compter. Donc, on est quand même meilleur que Taz, Alain et moi. Donc, la semaine dernière, il n'était pas capable de dire... Qu'est-ce qu'il n'était pas capable de dire déjà la semaine dernière? Ou il y a quelques semaines? Ah plein de choses. Enfin, il rigolait bêtement, surtout les semaines précédentes. Ouais, non, mais il y avait un mot... il n'arrivait pas à dire exhibitionniste. Donc, visiblement, il ne sait ni lire ni écrire. Oui, c'est chaud. Ni compter. Le match dure en tout et pour tout 3 minutes et 15 secondes et on a quand même droit à un chant boring pendant le match. Donc les mecs avaient vraiment pas le temps, quoi. Guido tente de revenir. Une bibi de Mike Knox dans la face de Guido. Ça, c'est pour les anciens Alsaciens qui ne nous écoutent pas. Let's go Guido, chante le public, pas vraiment, puisque c'est déjà l'heure du Sister Abigail, sans bisous, mais avec victoire de Mike Knox en, je le répète, 3 minutes et 15 secondes. À la fin, Mike Knox a l'air un peu foufou. Il fait une tête un peu de mec dingue.
Mais voilà, c'est une victoire. Donc on sent que parmi les jeunes et nouvelles têtes de la ECW, Mike Knox semble être un choix des officiels, quoi. Ouais, alors justement, là, tu dis il fait une tête de fou. Je vais vous poser une question à vous deux, en commençant par Ishtou. Quelle est sa gimmick à part le petit copain qui cache sa nana? Parce que là, vu comment il s'exprime au niveau du visage, on a l'impression qu'il veut exprimer une gimmick. Mais je n'arrive pas encore à comprendre ce que c'est. C'est un peu compliqué de répondre à cette question, surtout à brut pour point ou brûle pour point, je sais jamais comment on dit. On peut dire les deux. Mais c'est vrai Il se que fait pas chier, le mec. ouais. Quand j'ai un doute, je dis les deux. Euh, c'est très compliqué de savoir le rôle de Mike Knox pour l'instant. On sent vraiment que c'est, comme tu as dit, un personnage central, un nouveau qu'ils ont envie de montrer. On veut pour preuve les deux squash qu'il a mis à des ECW Originals pendant les 2 dernières semaines. Mais on a du mal un peu à savoir qui c'est et surtout à savoir si le public va adhérer. C'est un peu ça. J'y avais déjà à l'époque émis quelques doutes et j'en doute encore maintenant en regardant ça plus à tête reposée, en me disant on va analyser ça de manière posée. Et Mike Knox, j'ai toujours un petit peu eu du mal du début à la fin, en fait. Alors bon, pour l'instant, on n'est qu'au début, mon cher Alain, et je partage ton opinion et certainement celle de Yann. Il n'a pas de personnage pour l'instant. Il est simplement effectivement le petit ami de Kelly Kelly, et il est ce que tu résumais tout à l'heure, un mec un peu massif qui perd ses cheveux. Après, il est encore très vert, comme on dit pour la traduction littérale de l'anglais, ou je crois que c'est une expression française aussi. Il a encore le temps de se trouver finalement. Donc là, c'est vrai qu'on le lance un petit peu dans le grand bain. D'ailleurs, j'en ai parlé hors antenne, mais on voit quand même qu'on a déjà perdu la moitié des téléspectateurs depuis le premier épisode, puisqu'on est à 1,6 million téléspectateurs. Donc le grand bain, mais le moyen bain, quoi. Oui, après, c'est aussi le fait 4 juillet. Hein, les gens ont autre chose à faire que regarder du catch. Parce que, spoiler, si je peux me permettre, next week, on est à 2,8. Donc ça remonte. Ok, d'accord, tu as raison, le 4 juillet a son importance. Segment suivant, résumé de WWE Raw, c'est RVD qui aurait choisi de défendre son titre dans un combat triple menace et Edge, l'opportuniste, vole la victoire et le titre. Edge roule des pelles au titre. Ça, c'est une image quand même qui sera beaucoup utilisée, ce Edge avec le titre qui tourne et comme ça. J'ai l'impression de beaucoup la connaître, cette image. Et pour être très honnête, moi je pensais que c'était lors de la première fois qu'il le gagne. Je pensais pas que c'était lors de son deuxième. C'est vrai que Moi cette aussi. image, on l'a beaucoup vue et je pensais vraiment que c'était à Au New Year's cash-in. Revolution. Ouais. Segment suivant, Rob Van Dam n'est pas content. Quoi, Big Show m'a défié, il t'a brutalisé, organise le match. RVD ne veut pas être le grand... Quoi ? Ne veut pas que les grands gars prennent des places qu'ils ne méritent pas. RVD semble obliger Eman à accepter le défi de Show. Je dis semble, car évidemment, sans spoiler, vous allez voir que c'est pas tout à fait ça. Segment 6, promo de test. Il arrive bientôt ? Ce soir. Ouh. Ouais. Segment 7, là, on tombe immédiatement à la fois de haut, et puis on n'était pas très haut déjà, mais enfin, on tombe bas, ça c'est sûr. C'est Révérend Vito. Alors moi, quand j'ai vu ça, je l'avoue, hein, je m'étais dit, de nouveau un truc avec Sandman, ok. Mais je me suis dit, c'est cool, parce qu'il y a quelques semaines, souvenez-vous, je m'étais dit, ce serait quand même, ça aurait été bien qu'une fois, Vito, on lui donne à visage découvert un micro pour qu'il s'exprime. Et là, je le vois, donc je me suis dit, c'est cool. Voilà, tout simplement. Bon, Tony DeVito donc arrive déguisé en prêtre, dit que c'est son premier show ECW, merci mon gars. Il n'arrive pas à croire que ces gens ont payé pour cette saleté. Vous devriez tous avoir honte, vous êtes tous des pécheurs et vous irez en enfer. Belle pop. Hein, les gens à Philadelphie sont heureux d'aller en enfer. Oui, ça oui. Hein, je veux dire, l'enfer est quand même peuplé de bonnes intentions. Finalement, c'est pas un prêtre. Alors ça, c'est vraiment autrement. Moi, je suis tombé de mon canapé. Mais moi, je pensais que finalement, je suis pas un prêtre. Ça aurait pu durer des semaines. Il aurait pu faire semblant. Non, 2 minutes le truc. Je suis un prêtre. Vous êtes tous des pécheurs. En fait, non, je suis pas un prêtre. Je suis. Alors, qui était-il, pour reprendre les termes de Taz, quand même, il lui a dit que c'était un gros cul. Ouais. Quand Sandman, Extreme Bash, lui dit-il ou pas? Non, je crois même qu'il dit fat ass.
Donc quand Ah. Sandman lui rosse la tronche, il y a Taz qui dit bon, il s'est bien amusé sur ce gros cul ou un truc du genre. Et je me suis dit, Cela ah ouais, dit, ok. avant que Taz ne le cite, vous remarquerez, si vous ne l'avez pas encore fait, et ceux qui ont regardé l'épisode le re-regarderont s'ils ont loupé ça, il en chie misérablement pour repartir de l'autre côté des barrières. Oui, ça fait Et de la alors, peine. oh purée! Mm. Non, mais vraiment, pour Yann et moi, on a vu moult fois combattre le Phénix, qui physiquement n'a rien à voir avec Tony DeVito, mais qui avait parfois quelques problèmes de coordination avec le corps, mais Et de jamais. self-awareness aussi. Oui, parce qu'il voulait tenter des trucs impossibles. Est-ce que je peux me permettre une petite anecdote? Mais je t'en prie, même si malheureusement personne ne connaît le Phénix, et pourtant, C'est outre pas certes grave. ses petits problèmes dans le ring, il avait moult qualités humaines, et il nous manque beaucoup, notre ami Phénix. Qui est toujours au Cambodge, à Phnom Penh, la capitale. Mars 2007, j'arbitre un show ICWA qui s'appelait Army, du premier du nom. Et on est, toi et moi, Christophe, au bord du ring, enfin à l'extérieur du ring, pardon. Et à l'extérieur du ring, il y a aussi 3 catcheurs, Phoenix, Greg Fury et Tom Delacroix, qui vont s'affronter ce soir-là en match à 3, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et là, il y a Phoenix, donc qui fait 1m90 et qui effectivement n'était pas plus athlétique que moi, quoi. Peut-être même moins, c'est dire. Et, Oui, bon, mais il savait faire plein de choses quand même. oui, mais disons qu'il y avait, voilà, des fois, il n'avait pas conscience de ses limites. Et en l'occurrence, c'était le cas là parce que il nous dit, bon allez, ouais, je vais faire ça, je chope la main, je saute sur la barrière, je marche sur les barrières comme l'Undertaker, et là, je saute sur Delacroix et je fais un ciseau de tête à l'extérieur du ring. Et là, Christophe, il fait, mais dans quel monde? C'est pas gentil. Mais malheureusement, c'était un peu vrai. 13 ans et demi plus tard, je m'en souviens toujours. Et j'en rigole, j'ai toujours les larmes aux yeux quand j'y repense. Voilà tout. Maintenant, on peut reparler de catch De ECW. DeVito. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est assez ridicule. Je veux dire, son repassage par-dessus les barrières pour retourner dans le public, parce qu'il retourne dans le public. Donc là, moi, je me suis dit, ah bon, d'accord, donc peut-être c'est quelque chose qui va durer. Mais en fait, non. Bam, tiens, c'est le Sandman. Et devinez quoi, il est 5 fois champion de la ECW. Là, vraiment, il ne manque jamais de le rappeler. Les gens s'en fichent un peu. J'ai été surpris quand même, comme quoi une musique, ça change tout. Parce qu'on est à Philadelphie et pourtant, tout le monde s'en fiche, quoi. Il n'y a que Taz qui dit les gens sont surexcités. Non. Pardon, mais moi je regarde comme toi et je vois personne surexcité. Taz est trop heureux quand Sandman agresse DeVito. Sandman tente une Batista avec le pouce, genre comme ça. Ouais. Ça marche pas du tout, tout le monde s'en fiche. Pas du tout. Et franchement, c'est le segment, j'ai trouvé que c'est le segment le plus inutile de la courte histoire du Sandman depuis le début de nos reviews. Les autres étaient nuls, mais là c'était pire. Bah Je- oui. Ouais. Oui, vas-y Yann. Non, je voulais juste, ça n'a rien à voir avec le show, mais il faut que je m'en souvienne lorsque je vais le mettre en ligne. Je vais, pour que les fans qui sont toujours là à nous écouter au bout de 23 minutes d'émission, que vous compreniez ce que c'était le Sandman de la ECW à l'époque. Je vais essayer de retrouver le lien de son retour à la ECW en octobre 99, après son passage à la WCW, qui était une des pop les plus ahurissantes de tous les temps, Oui. alors qu'il n'y avait que 1200 personnes dans la salle. Et, je l'écoute plusieurs fois par an pour juste le plaisir de me la remémorer avec Rhino, Jack Victory et autres dans le ring. Voilà, pareil. Donc voilà, faudra pas que j'oublie, mais effectivement là, ce que tu disais Christophe, ça prendra toute sa mesure, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'un Sandman semi-maigrichon sans sa musique, bah finalement c'est pas le Sandman, donc on n'a pas vraiment de raison de s'exciter, quoi. Exact, pile poil. Vous avez tout compris. Donc il arrive, voilà, il boit des bières, il le cane et c'est fini. On passe donc au segment suivant. Et oui, donc là il y a la. Oui, il y a le. Oui. Là, il nous fait une dépression en direct. Quoi, le Non, pauvre. mais On aurait dit Pierre Fula, oui. quoi. Eh oui, C'est clair. Ah oui, ici à Philadelphie. Ouais, le Sandman vient de mourir. Oui. Non, je cherchais où j'en étais dans mes notes. C'est le moment où il y a Rob Van Dam qui va dans le vestiaire du Big Show. Ouais, Et exactement. je l'ai trouvé très intense, Rob Van Dam, et très crédible dans ce qu'il a fait. Et genre, il va devant le Big Show, front contre front, il a un peu de mal, mais parce il est quand même beaucoup plus petit. Mais donc vraiment, il s'affirme, champion ECW. T'es à la ECW, mon pote, tu fais pas ça, tu parles pas comme ça, Apollo. Et il le gifle de manière très virile et accepte officiellement son challenge pour ce soir pour le titre ECW. Il lui met une claque dans la gueule et le Big Show est heureux.
Donc, soit on se dit que quelque chose se trame, comme on le dit à Bordeaux ou à Strasbourg, Voilà. ou même à Saint-Denis d'ailleurs. Soit on se dit juste que le Big Show, en manque de sommeil, ne sait plus trop ce qui se passe. Bah moi dans mes notes, j'ai mis, c'est bien, il l'a réveillé. Ça faisait 4e émission, il l'a réveillé. Mais ouais, et après ça, Paul Heyman il croise Rob Van Dam dans les vestiaires, il fait Ouais. bon alors, bon ok, alors je vois que tu veux te battre, ouais, tu veux te battre, ouais, tu vas tout donner ce soir, ouais, t'es chaud, ouais, bon alors à tout à l'heure. Et il lui dit aussi, nous sommes ECW, on est all out. Paul Heyman, visionnaire toujours, déjà parti de l'élite, Paul Heyman. Et effectivement, Paul Heyman accepte le match et confirme en plus que ce sera un Extreme Rules match pour le titre de la ECW. C'est bien notre main event à Philadelphia, Pennsylvania. ECW RVD contre le Big Show dans un Extreme Rules match. Déjà, ce main event paraît improbable. Attendez celui de la semaine prochaine, les amis. Soyez bien là la semaine prochaine. Un main event, vous n'imaginez même pas. Mais improbable ne veut pas dire mauvais, hein. Non, mais Ouais. Big Show, Rob Van Dam dans un main event de ECW, même version WWE, c'est pas forcément ce qu'on attendait. Oui, on est tout à fait d'accord. Alors, segment suivant, les débuts. Enfin, j'allais dire, mais finalement, ça fait pas tant de ça qu'on l'attendait, mais de test. Et j'avais oublié qu'il venait de Toronto. Et c'est un match, c'est un squash, comme on dit dans le monde du catch, qui ne dure que 1 minute et 3 secondes Contre Al Snow quand même. face à Al Snow, effectivement. Et Joey Styles nous rappelle, il a le temps quand même de nous rappeler durant ces 1 minute et 3 secondes que Al Snow était quand même un nom de la ECW auparavant et qu'il a commencé à parler à cette tête parce qu'il se sentait dépressif à la WWE d'être Leif Cassidy, membre des New Rockers. Oui, tout à fait. Bah, je crois que la première fois qu'il était apparu avec la tête, lors d'un pay-per-view, c'était November to Remember 97 et donc c'était juste après son passage à la WWE. Ça, je n'ai plus ce détail-là, mais effectivement, il faisait partie des nouveaux Rockers en tant que Leif Cassidy. Et là, il se fait totalement démolir, encore une fois. Le public a le temps de sous-entendre assez clairement que Test prendrait des stéroïdes. Et puis C'est pas finalement, forcément impossible, hein, on va pas se mentir. on n'a pas enquêté, donc on n'ira Non. pas plus loin dans les allégations. TKO à la marque Mero de Test Ouais. qui remporte ce match. Et ensuite, illustration offerte par Ian Colby et ses talents d'illustrateur, Test nous fait une Snitsky en frappant dans sa tête comme un jour Snitsky avait frappé dans une poupée représentant l'enfant décédé de Edge, non, de Kane et Lita. Ouais. Alain, je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec Al Snow une fois qu'il avait laissé tomber vraiment la gimmick de la tête et qu'il était là il a juste une tenue classique et la tête. Et bah en fait Alouette. je sais pas où est-ce qu'il se place. Est-ce que tu as toujours ta gimmick parce qu'il fait pas vraiment le truc de la tête, mais il l'a quand même. Mais comme il est habillé en tenue de lutteur qu'il a acheté chez Decathlon, c'est un peu difficile et c'est d'autant plus dommage que c'est quand même un grand nom de la ECW, Al Snow. Bah, moi, ça me dérange et je vous en ai déjà parlé au fur et à mesure des semaines qu'on review. Cette espèce de manque de respect aux anciens de la ECW. On a eu une humiliation complète de Just Incredible lors du premier show. Le reste, c'est Danny Doring, Roadkill qui se font pas respecter non plus. Là, quand même, Al Snow, c'est un membre à part entière de la ECW. Et en plus, derrière, Al Snow, c'était pas personne à la WWE. Il a feudé contre le Rock, il a feudé contre Mick Foley. Je veux dire, c'est quelqu'un, Al Snow. Moi, ça me dérange un petit peu ça me dérange un petit peu. Bon, après test, oui, maintenant, quand on voit l'animal arriver, on se dit, oui, bon, test, ça va aussi être un personnage majeur de la ECW. C'est une très belle plateforme pour le pusher, pour le rendre grand, test, plus grand qu'il ne l'est déjà. Mais pourquoi Al Snow? Ça, je ne comprends pas. On a l'impression que la ECW, elle a été faite pour ça, pour faire revenir des gars où on ne savait plus trop quoi en faire, ou faire débuter des gens.
mais pour rosser totalement les anciens de la ECW. Donc, encore une fois, quand ça s'appelle ECW, moi, je trouve que c'est compliqué à regarder. Bah, moi, je suis moins, là, pour le coup, moins déçu ou moins triste que vous. Al Snow est quand même en fin de route. Franchement, comme l'a dit Yann, c'est plus que l'ombre de lui-même. Pour moi, l'apogée d'Al Snow, c'est à la ECW, son match contre Shane Douglas dans cette salle. C'était quoi, Living Dangerously? Oui, Euh, 98. 98, ouais, à où la, Asbury Park, New Jersey. où la salle tout entière, le ring Unhead. est pété parce que il y a ce légendaire match Bam Bam contre Taz, l'une des plus belles rivalités des années 90. Hein, ça, je vous conseille. Je crois que c'est une trilogie. Bam Bam Taz. En tout cas, Living il y a eu Dangerously, deux matchs, Heatwave et. au moins deux. Ouais, voilà, c'est une deux logies. Comme disait Stéphane Plaza. Et donc, je suis moins déçu que vous. Voilà, je me dis, Mhm. Al Snow peut servir de chair à canon dans ce genre de rencontre, d'autant que la ECW veut plutôt visiblement miser sur test. Donc, ça me dérange moins, par exemple, qu'un Guido, qui, je trouve, aurait pu apporter beaucoup plus parce qu'il est encore dans la fleur de l'âge, Guido. Segment suivant, présentation de Sabu. On le connaît déjà, Je le mais c'est connais, ouais. gentil de nous présenter Sabu. Je trouve Ah, Christophe a ça, coupé. la présentation, je la trouve Ah non. cool. Ah non, il est toujours là. Non, j'ai pas coupé. On éteint la lumière, on On ferme les continue. rideaux. Je trouve la présentation de Sabu cool. Le seul détail, et j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, c'est qu'il ne parle, c'est lui qui parle. Et ça me dérange un peu. Je trouvais ça cool, sa gimmick à la ECW de mec énigmatique qui ne parle quasiment jamais. Et voilà, je trouve qu'une voix off, ça aurait été pas mal. Il prononce les mots I'm genocidal, homicidal, et c'est illustré par des images. Mais voilà, je trouve que c'est sympa. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était dérangeant parce qu'il faisait pas des phrases. Donc, juste quand il donnait les mots, ça allait. Moi, j'ai trouvé cette vignette vraiment très cool, par contre. Oui. Oui. C'est déjà l'annonce du main event, mais avant cela, un Eh oui. vampire, oui. Avant cela, oui, un vampire qui crache sur la caméra, mais avant cela, Ouais, et un filtre Instagram. Oui, et je me suis permis de faire une petite recherche là, instantanée, comme ça, par rapport à la deux-logie dont tu parlais, Christophe. Ouais. Donc, je vais passer le premier extrait et dans 2 minutes, je vous donne le second. Donc, Living Dangerously 98, mars 98, Bam Bam Bigelow contre Taz à Asbury Park, New Jersey. Hop là. Il Je faut trouve savoir qu'à Oui, vas-y. Pardon, mais je voulais dire, ouais, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était du jamais vu. Même la WWE finira par utiliser le même truqueur, puisque c'est le nom de ce métier, pour des spots à la WWE. La ECW, là, avait innové avec ce trou dans le ring. Je trouve la réaction de l'arbitre et de la foule absolument merveilleuse. Au-delà du fait que c'est génial ce qu'on est en train de voir, la réaction de l'arbitre et la foule qui se lève d'un seul homme, c'est vraiment merveilleux. Bah, ouais, ceux qui ont vu ce show, la foule réagit vraiment en 2 fois, quoi. Parce qu'elle réagit par principe en se disant: «Oh putain, il y a Bam Bam qui écrase, Taz, comme ça», un petit peu comme le Big Show avec Mankind lors de WrestleMania 15. Et en fait, il y a une deuxième réaction instantanée en se disant: «Ah oui, en fait, ils sont passés à travers le ring». Et quelques mois plus tard, mon cher Christophe, Ils vont encore plus loin. ils vont encore plus loin. Là, ce sera pas sur le ring, lors de Heatwave 98, revanche entre les deux, et ils nous donnent ceci. Voilà. Et avant cela, il y a des Tazplex sur Bam Bam où Taz retombe directement sur la barrière là qui est juste à côté. Ce sont vraiment deux affrontements. Franchement, à l'époque, Bam Bam Bigelow était revenu très haut dans le cœur des fans du monde entier. Et Exactement. c'est ce qui fait que j'ai toujours beaucoup aimé Bam Bam Bigelow parce que voilà, il était au top de la carte dans les fins des années 80 à la WWE. Il sera au top de la carte 10 ans plus tard, en 98, à la ECW. Il fera des très belles choses à la WCW. C'est vraiment une superstar aujourd'hui décédée qu'on oublie beaucoup, Bam Bam Bigelow. Tout à Mais fait. maintenant, pour revenir à notre show, parce que c'est quand même un instant historique. Oui, merci pour cette souplesse, effectivement, que j'évoquais à un instant. La nuque de Taz sur la barrière, c'est quand même extrêmement dangereux.
Oui, désolé, j'arrive pas à les sortir instantanément. Il faut quand même que je les cherche et que que je les Mais mette dans le truc. personne à la fois ne te critique et ne te demande rien, Yann, hein. Ça, c'est vraiment Oui, le petit plus à l'alsacienne, ça. mais voilà, c'est pour Tu on reprends est de la sauce, oui, et des spätzle, d'accord. hop là. Donc, Filtre Instagram pour Ichtou. non, ça c'est pour le vampire. Oui, oui. mais moi, par contre, je trouvais que donc le fameux vampire qui se retrouve devant la salle où a lieu le show, les petites vignettes qui ont été filmées étaient sympas, et celle-là, je l'ai trouvée vraiment très sympa. C'était le petit regard vers la salle, un petit peu comme un loup-garou qui regarderait la lune, je trouve, en train de crier à la lune, et ensuite le crachat de sang à la caméra. Moi, j'ai trouvé ça chouette, hein. J'ai envie d'en savoir plus sur ce vampire, en tout cas. Moi, j'ai envie de dire que moins je le vois, mieux je me porte. Vous comprenez pas le catch, hein. Mais certes, c'est vrai, c'est vrai. Et ensuite, je mets donc filtre Oh Instagram. boy. Et là, j'ai marqué « Oh purée !» CM Punk, dont la seule addiction est la compétition. Je ne sais pas vous, mais je ne l'attendais pas si tôt. Moi non Classe plus. de le voir déjà là. Bah, moi, je me rappelais qu'il commençait assez tôt, quand même, au Hammerstein Ballroom, et c'est dans pas très très longtemps. C'est dans Donc, un mois, ouais. voilà, donc je me suis dit que les premières vignettes, elles devaient être là. Et Punk est quand même présenté comme un gars complètement à l'opposé de la ECW. Je pense que si c'était n'importe qui d'autre, si c'était Mike Knox, par exemple, qui arrivait et qui dit ouais, je fume pas, je bois pas, je me drogue pas, ce serait sans doute moins passé, parce que là, le petit grand public, si je peux me permettre, connaît quand même CM Punk et l'attend, plus ou moins. Et ce serait peut-être pas passé à la ECW de dire que je suis straight edge, présenté un petit peu il n'est pas présenté en tant que heel Punk à ce moment-là. Là, pour le moment, oui, on n'en sait pas vraiment plus. Mhm. Mais c'était Mais tu as chouette. raison. Tu as raison, effectivement, s'il avait débuté quelques années auparavant sans qu'on sache qui il est, sans connaître son background dans le catch extrême que Yann a bien connu, notamment la IWA Mid-South, me semble-t-il, Mhm. il aurait été immédiatement détesté pour ce genre de déclaration. Mais là, ouais, il n'y a pas non plus une énorme réaction. Je me demande d'ailleurs, je n'ai pas Si fait c'est attention. live, je sais pas. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils l'ont montré dans le grand écran? Pas sûr. Pas certain, ouais. Parce que j'entends, j'ai pas souvenir d'une pop gigantesque au moment où il apparaît, quoi. Mais voilà, CM Punk qui apparaît donc pour la première fois à la WWE, ici la ECW bien sûr, mais le 4 juillet 2006. C'est quand même une date à retenir pour les gens qui aiment se lancer des petits quiz le week-end ou lors de petits trajets ou même de live Twitch. Hein, on embrasse Tonton Feuillant et toute la clique de César Catch notamment. Mais voilà, 4 juillet 2006, la première fois que Punk débarque à la WWE, et en plus c'est à Philadelphie, beau symbole. Le main event, le match pour le championnat du monde. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé et on le Ce décrira que vous en aussi un avez petit. pensé? Ah, voilà. Oui. Je l'ai dit. Moi, J'étais le premier en plus. la première question que je me suis posée, c'est étonnant, même si on est à Philadelphie, qu'on ait fait un match avec autant d'importance, et on va voir dans quelques instants pourquoi c'est un match très important, sur un show que l'on sait historiquement regardé par quasiment personne, vu qu'on est le 4 juillet. Ça m'étonne qu'ils aient pas fait ce match la semaine prochaine. Mais il y avait une urgence par rapport à la suspension de Van Damme, non? Ah oui, c'est ça, ils n'avaient pas le temps. Ah! Rob Bah Van oui. Damme est suspendu, ça sera confirmé, spoiler, Par dès la le prochain épisode, et par la foule dans aussi. l'histoire. Il est suspendu par la foule. Non, parce qu'il y a Ok. la foule qui fait plein de chants, Marie-Jeanne, quoi. Oui. Je n'ai même pas remarqué, vous vous rendez compte? Il y a Pour le coup, c'est- il y a un sign, Sabu et Rob Van Damme sont innocents. Ah. Bah, On l'enquête a le- prouvé que non, mais bon. Ouais, non, Même la mais vidéo a prouvé que non, parce que oui, même la voilà. vidéo avait tourné quoi, rapidement. Hmm. Il n'y a pas que le spliff qui a tourné, la vidéo aussi. Donc voilà, ouais, ce main event, Big Show contre RVD pour le titre. Alors, question les mecs,
Les mecs. Comment se fait-il que tous les matchs ne soient pas forcément Extreme Rules match comme c'était le cas à l'époque de la ECW? À l'époque de la ECW, il n'y avait jamais de disqualification. Mais là, le fait qu'ils aient spécifié que c'était un match Extreme Rules, je me suis dit, ah tiens, c'est étonnant que ce soit pas toujours le cas. Et qu'est-ce qui motive que ce soit le cas certaines fois ou pas? Ah Je bah, pense je pense. la défense du titre, probablement. Oui, non, et puis là, c'était, à mon avis, la storyline parce que vu la manière dont ils voulaient terminer le match avec ce petit clin d'œil à ce qui s'est passé à One Night Stand, ils étaient obligés d'être en Extreme Rules. Le fait que tous les matchs ne soient pas Extreme Rules, je pense que c'est un choix plutôt judicieux de la WWE pour se dire gardons ce côté exceptionnel des Extreme Rules match, parce que si tous les matchs sont Extreme Rules match, bah, tu perds déjà un argument de plus. C'est un argument de vente, le côté Extreme Rules match. C'est un plus. Donc, après, ça deviendra, on en reparlera dans l'épisode précédent, mais ça deviendra carrément un élément de vente, notamment pour Sabu à Saturday Night Main Event. Ils nous l'annoncent comme un Extreme Rules match, mais ils nous disent pas qui il affronte. C'est Ils disent vrai. juste que Sabu sera là dans un Extreme Rules match. Oh, 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 les gars, soyez là, ça va être incroyable. Bon. Mais je pense que c'est pour ça la WWE n'a pas voulu immédiatement pourrir cette stipulation en Oui, c'est l'utilisant à tous les matchs. c'est une vision. Tu peux très bien aussi, et puis la ECW de la grande époque nous l'a montré plein de fois, tu peux très bien avoir tous tes matchs sans disqualification et avoir des matchs sans chaise, sans table, Bien sûr. sans autre chose. Tu peux très bien dire, voilà, chez nous, c'est comme ça que ça se passe, mais on n'est pas obligé de saigner et prendre des chaises dans la tête à tous les combats. Tout à fait. Mais moi, Mais ça permet de saupoudrer comme ça d'inattendu. Le fait que dans tous les matchs, potentiellement, il peut se passer un truc. à l'époque, moi, je pensais que c'était un choix de la WWE pour réintroduire doucement et avec palier le côté extrême de la ECW. Mhm. Je pensais que ces émissions seraient toutes douces au début, toutes douces de manière façon de parler, et qu'elles allaient petit à petit être de plus en plus dans le extrême, le hardcore, et pour finir dans la ECW totale. Mais bon, vraisemblablement, j'avais tort. Enfin, on verra si j'avais On tort. verra la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, puis les semaines suivantes. En tout cas, je note que les premiers rangs sont en feu. Et spoiler, je me pose la question, se doutait-il ce soir-là que Avidi allait perdre le titre? Est-ce qu'il pensait que la WWE allait faire perdre les 2 titres à Rob Van Dam en 2 soirs, coup sur coup? En tout cas, le Big Show rigole dès l'avant-match et on part à la pub. Et quand on revient de pub, c'est parti. Styles et Taz rappellent les règles. C'est assez simple. C'est Extreme Rules match. RVD est plébiscité par le public. C'est la première fois qu'on a une presque ambiance de ECW, je dis. Oui. Shaw joue de sa force et domine les premiers instants du match. You can't wrestle. Retourne. Il y avait la corne de brume à un moment dans le show. Oui, oui. Et elle apparaît que 2 fois, quoi. C'est La dommage. baleine de Tijuana, comme j'avais à l'appeler dans les années 90. Parce que c'est la première fois à Tijuana dans un show indie que j'avais entendu cette corne de brume dans un show de catch. Et là, elle y est une fois. C'était sur une VHS de Naniwa, il me semble que c'était un match en cage de la AAA. Ok. Voilà. Merci. Mais tu as raison. C'était certainement la AAA, ouais. Et c'était effectivement une cassette de notre cher et tendre Naniwa. Les spots habituels de RVD et le public répond à son tornado guillotine leg drop sur la barrière et son Rob Van Dam. Là, on voit quand même qu'on est à Philadelphie. Ça change des semaines précédentes où le public était beaucoup moins impliqué que du temps de la ECW originelle. Et ce que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si tu l'as ressenti aussi, Ishtou, la foule est tellement à fond qu'en fait, qu'elle réagit vachement plus sur certaines choses qu'elle ne l'aurait fait dans un autre contexte. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une espèce de superplex qui n'en est pas forcément vraiment une. Big Show est debout sur la deuxième corde, mais le public pop énormément comme s'il venait de voir un truc absolument incroyable, alors que finalement, c'est pas plus impressionnant que des millions de choses qu'ils ont déjà vues depuis 15 ans, quoi. Donc ils sont à fond dans le truc, quoi. Ils sont à fond dans le truc. Taz, justement, quand il y a cette souplesse de la deuxième corde, se pose quand même la question. On n'a jamais vu le Big Show faire ça, alors que 3 ans avant, il casse un ring quand même avec Lesnar sur la troisième corde, quoi. Moi, j'ai noté que 7 gars scandent à ce moment-là holy shit. Je les ai comptés. C'était 7. Le Big Show continue à dominer. On commence à entendre des chants boring. Le Big Show passe pas loin de la victoire avec son leg drop accompagné où il met sa jambe sur RVD.
On a quand même un match assez sympa, mine de rien, parce que Rob Van Dam est très très bon face à ce genre d'adversaire. Justement, l'un des plus beaux matchs de RVD, hors Jerry Lynn et autres à la ECW, c'était contre Bam Bam, parce que Rob Van Dam vend magnifiquement bien face à des mecs plus puissants, plus grands que lui. Donc là, le Big Show, chacun de ses coups, Rob Van Dam se tord dans tous les sens et ça rend extrêmement bien. Styles rappelle que Big Show pourrait devenir le premier champion à avoir gagné les titres ECW, WCW et WWE. Gros plan sur la tête du Big Show, j'ai noté obligé, il se verse du jus de citron sur les yeux avant le match. Parce que c'est pas possible d'avoir naturellement des yeux déglingués comme ça, quoi. Alors, est-ce que je peux te donner 100% raison en montrant une photo du Big Show après la fin du match? Ah bah vas-y, de toute façon on a déjà dit comment ça se terminait. Oui, voilà. Franchement, il a épluché les oignons pendant 9 heures, quoi. Pendant 9 ans, quoi, plutôt. Ouais. Oh là 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 là. Ouais. En prise de l'ours, prise de l'ours qui est plus sifflée que Mike Knox au début de show. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la prise de l'ours, tout le monde déteste. On veut plus de prise de l'ours, les gars. On est en 2006, j'en ai rien à faire. On veut pas de prise de l'ours. Mais je suis à 100% d'accord avec vous. C'est le genre d'adversaire que Rob Van Dam arrive à faire briller, je trouve. À la ECW, le Big Show, on ne sait pas trop où le placer, ni comment le placer. Mais bon, après, c'est vrai qu'on met n'importe qui contre Van Dam, c'est tout de suite un bon match. Mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus difficile à regarder. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai passé un bon moment comme vous, mais c'était sympathique. Et Van Dam, c'est vrai, vend les prises du Big Show de manière absolument merveilleuse. Et puis à un moment, bon, on va avancer dans le match un petit peu. Il y a les chaises et les objets qui sont mis sur le ring. Le Big Show veut prendre Van Dam en powerbomb. Il se prend un coup de chaise dans la tête. Moi, je salue le coup de chaise parce que c'est. Donc, il se prend en powerbomb, c'est-à-dire que la chaise est au sol, il la prend et en fait, il est obligé de lui donner tout de suite de la force pendant qu'il est soulevé. Et donc, c'est quand même très compliqué de garder la chaise, de bien se synchroniser et de lui donner la force pour frapper la tête du Big Show suffisamment fort pour que ça claque. Et j'ai trouvé ça très dur à faire et extrêmement bien fait. Donc, un grand coup de chapeau à Rob Van Dam là-dessus. Ouais, parce que là, c'est aussi l'intérêt de pouvoir échanger avec notre ami Yann Colby. Il s'en est pris quelques-uns des powerbombs dans sa carrière, notamment un par Eric Schwartz que j'avais photographié enfin, j'avais photographié de ouf avec mon vieil appareil photo et j'ai le powerbomb mais en photo, quoi. Donc tu pars de tes pieds puis boum. À Guy Fontaine, le 9 octobre 2004, mon premier show que j'arbitre, je me prends et c'était pas un powerbomb, c'était un last ride de Eric Schwartz qui fait déjà 1m92 sur le Toujours ring. Sympa en plus Eric Schwartz, hein. C'est sur le ring mec, de Feu Pierrot qui était dur Feu comme. Pierrot? Je ne non savais pas. Alors je suis pas au courant malheureusement. Alors peut-être que je confonds. En tout cas, sur le ring de Pierrot, effectivement, il avait c'était du bois, de la moquette et la bâche. Et démerde-toi. Et en dessous, le ressort, ça faisait 200 ans qu'il était foutu, quoi. Pour rester dans la bonne ambiance, je note qu'un gars en orange à la gauche de Taz est au téléphone depuis le début du show. Je crois qu'il négocie avec sa mère la permission de rentrer à minuit. Le public y croit encore. RVD. Vous avez parlé du coup de chaise sur la tentative de powerbomb. Un chant EC Dub résonne dans l'arena. Von Deminator, 5-star frog splash. Et là, pas d'arbitre parce que Big Show avait frappé l'arbitre auparavant. Suite à un kick-out sur Chokeslam. Ouais. Exactement, parce que Rob Van Dam s'était dégagé. Eman arrive à la One Stand. 1, 2, le public exulte. Mais Eman ne compte pas jusqu'à 3, contrairement à ce qu'il croit. Il s'arrête et semble ravi. Le public scande immédiatement You sold out. Coup de chaise dans le crâne et chokeslam sur la chaise, sous les ordres de Paul Heyman, qui pousse donc le Big Show à porter ce chokeslam sur la chaise. Et après, laissez-moi calculer, 14 minutes et quelques secondes, moins de 15 minutes donc, nouveau champion ECW. Silence total dans la salle et les gens commencent à jeter des ordures comme si on était dans un show WCW. Eman d'ailleurs se prend une bière dans la gueule. Eh ben, bouge pas, Christophe. Bam. Bam.
Ouais, Bam! on avait vu de nombreuses choses à la ECW, les légendaires images de jets de chaises avec Mick Foley et Terry Funk sur le ring. Il y a bien longtemps de cela, plus d'une décennie, en Hardcore 2006. Heaven 94. Voilà, donc plus d'une décennie en 2006. Merci l'encyclopédie. Mais non, mais je donne le Mais nom du show parce non, que mais je les rigole, gens tu ont as peut-être le raison. network et ils se disent ah tiens bah ce dont parle Christophe, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je donne le nom du show, s'il est sur network, vous pouvez le regarder. Et c'est l'un des moments les plus mythiques. Il a été utilisé dans quasiment tous les génériques, tous les clips représentant la ECW. Mais ça, on n'avait jamais vu cette fin version WCW où les gens jettent tout ce qu'ils ont entre les mains, les verres de bière, la bouffe, les papiers, tout ce qu'ils peuvent. Le ring est jonché d'ordures à la fin du show et Styles sort un Heyman, fils de pute. Excusez-moi l'expression, mais c'est ce qu'il dit. You son of a bitch. Le ring est dégueulasse, la caméra est dégueulasse et Et ce le Big Show résultat aussi, pour beaucoup est dégueulasse. physiquement. Ouais. Les oignons. Bah moi j'ai envie de qu'est-ce que ça m'inspire comme fin de show? J'ai envie de voir ce qui se passe la semaine prochaine. Donc j'ai envie de dire mission totalement accomplie. C'est vrai. Mm. Là, on est d'accord, on est tous les trois d'accord, vous l'avez entendu. Cependant, mon cher Yann, je me pose la question, est-ce que le public s'attendait à cela? Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, après la défaite pour le titre de la WWE, pensait-il que RVD allait perdre le titre 24 heures après à Philadelphie, en Pennsylvanie? Et puis, l'autre question que je me pose, si oui, la WWE n'avait pas le choix de faire perdre le titre à Rob Van Dam parce qu'il était suspendu, on le rappelle peut-être rapidement, Rob Van Dam a été arrêté par la police alors qu'il était en train de conduire une voiture aux côtés de Sabu. Et les deux hommes étaient en train de fumer de la marijuana dans la voiture. Au moment où les policiers les arrêtent, tout ça a été filmé par la caméra de la police et a été divulgué au monde entier quelques heures après. Donc non seulement la voiture puait la fumée, mais eux avaient consommé, donc prise de sang, tout ça, ils sont positifs et ils se font donc arrêter, retrait de permis, et puis la WWE n'a pas d'autre choix que de surprendre Rob Van Dam, suspendre Rob Van Dam et lui enlever les titres. Mais était-ce Ouais. bien nécessaire de mettre le Big Show dans cette position? Voilà, exactement. Moi, c'était la question que je me suis posée. Pourquoi le Big Show? Pourquoi justement moi, je me suis imaginé, ils font débuter test ce soir. Ils font Par exemple, débuter test. La grosse surprise, il va battre Van Damme. Et justement, et Iman qui le rejoint en tant que New Vision of ECW, je trouve que ça aurait vraiment donné du cachet. Ça aurait mis justement Test sur le piédestal que la WWE souhaitait à l'époque. J'aurais trouvé que c'était une plus sage décision que le Big Show. Oui, c'est vrai. Après, historiquement, c'est vrai, la WWE a toujours un petit peu ce défaut de penser que pour builder de l'envie auprès des fans ou pour, faire mousser, comme on dit, des babyface, il faut frustrer au maximum, quitte à faire des choses qui sont à court terme, pas bonnes. Et là, j'ai l'impression que le Big Show, c'est un petit peu dans cette lignée. On donne le titre au Big Show parce qu'on se dit que c'est l'antithèse absolue de la ECW. Donc, c'est le meilleur moyen que ce soit une mauvaise décision qui, dans ce que l'on pense, va nous permettre de créer des plus grosses réactions pour les futurs babyface qui vont l'affronter ou voilà, pour l'ambiance générale via cette frustration. Et moi, je trouve que c'est une formule qui marche, qui globalement ne marche pas souvent, quoi. ouais, Pourquoi le Big Show? je suis d'accord avec vous. Effectivement, certainement que la WWE avait ça en tête, en se disant, en plus, on est à Philadelphie, donc faisons-leur un gros doigt d'honneur. Ça va les énerver à tel point que ça va mettre de la hit, comme on dit sur le Big Show. Ils seront tellement énervés que le Big Show sera détesté et sera la superstar la plus détestée de la ECW. Eman choisit le Big Show. Bon, effectivement, Test aurait été peut-être un meilleur choix effectivement le roster est tellement petit pour l'instant que c'est compliqué. Hein. Il y avait soit Test, soit Mike Knox, ou alors un heel turn, pourquoi pas de Tommy Dreamer ou bon. Mais c'est la deuxième fois. On précise juste, c'est la deuxième fois que Iman fait son heel turn pour rejoindre le Big Show. Il l'avait déjà fait Survivor Series 2002 contre 2002, ouais. contre Brock Lesnar. Ouais. Mais avec le même ouais, spot, le chokeslam sur la chaise. Ouais. Moi, je te rejoins tout à fait, Ishtou, de mettre Test
Booking ECW. Le match commence Exactement. et Test arrive, genre Mike Awesome à Anarchy Rules 99. Mhm. Et il dit, maintenant je fais ce que je veux, je fais mes débuts, je m'en tape, je vais direct dans le main event. Il trouve une combine pour que Paul Heyman accepte le truc. Et là, gros choc, RVD est éliminé en premier comme à Anarchy Rules 99. Les gens se disent, oh la vache, nouveau champion. Et Test gagne, triple choc, comme dirait le biscuitier, à tous les niveaux, et super chaud, quoi. Voilà. J'aurais pas forcément impliqué le Big Show parce que, au vu de la manière dont ils essayent de le construire, ça aurait pas forcément été une très bonne décision de le détruire déjà par Test si vite au bout de 2 semaines d'émission. Pas Mais, détruire, mais par exemple, ouais. le Big Show élimine Rob Van Dam. Rob Van Dam, on est à la ECW, 5-star frog splash, des chaises dans tous les sens, des trucs, des machins, plein d'interventions, un autre truc, des rififi, enfin tout ce que tu veux. Oui, 9 effectivement. heures de main event. Ouais, ouais. Voilà. Chili Willy qui revient, la fête, quoi. Mais bon, en tout cas, dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous auriez fait à la place de la WWE. Auriez-vous choisi le Big Show? On va voir, nous, en tout cas, dans les semaines à venir, si c'était ou non un choix. Rien que cette image nous fait dire que non. Effectivement, c'était pas forcément un choix. Là, on a l'impression, non seulement qu'il a épilé des oignons, mais en plus qu'il est actuellement sur les toilettes. On a l'impression qu'il pousse tout ce qu'il peut pousser là. Et qui s'est frotté les oignons sur les paupières, quoi. C'est incroyable. Ah ouais, on connaît l'expression les paupières sont lourdes. Avec le Big Show, c'est les paupiettes qui sont lourdes. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, on l'a dit en début d'émission, le show reste quand même de qualité. C'est 45 minutes qui passent vite. Il y a un peu de tout. Il y a de l'action extrême, il y a du squash, il y a des nouvelles têtes. Et puis, encore une fois, je le répète, la première apparition de l'histoire de CM Punk, c'était aujourd'hui, ce 4 juillet 2006, à la ECW. Donc, encore un épisode sympa, finalement. Tout à fait. Un très bon moment passé en regardant ce Et oui. show. J'ai hâte, mais quoi, mais rien. arrêtez de... Mais je vais finir par plus venir, hein, franchement. Alain Guilux, Sichterz, avec nous. Les vachettes sont sorties. J'ai passé un très bon moment et j'ai hâte pour la semaine prochaine. Si toutefois je viens, parce que vous commencez un petit peu à me chauffer là. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est constipé là, parce que ça fait 1 heure qu'il est aux toilettes, non? Non, espèce de petit saligo, qui c'est qui constipe? Personne fait des conspirations, qu'est-ce que tu racontes? Me dis pas que tu es un conspirationniste, tu ne serais pas un petit pyramidio, espèce de saligo. Je vois que papy, vous connaissez bien Yann Colby. Mais je te connais toi aussi, espèce de petit... Oui, je sais, saligo. Tu me laisses finir mes phrases? Ben non, parce que là, c'est la fin du coffre. Catch, les petits enfants. J'aime bien quand je peux finir. Oui, c'est ce que me disait mamie. Comment oses-tu? Je me casse. Il est parti, papy, là? Oui, Au revoir, je papy. crois, effectivement. Ouais, il est je vois reparti. qu'il a mis le petit écriteau ne pas déranger. Bon. En tout cas, on ne le dérangera pas avant la semaine prochaine. Comme toutes les semaines, on va vous inviter à liker, à partager, bien sûr, et puis à partager notre plaisir. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à regarder le prochain épisode de la ECW sur le network pour nous rejoindre dès la semaine prochaine pour partager avec nous ces reviews tout à fait plaisantes. N'est-ce pas, messieurs? Exactement. Pour le moment, J'ai hâte. pour le moment, c'est mieux que ce que je pensais, je dois dire. Eh oui. Voilà. Bon, je suis ravi d'avoir au moins convaincu ces 2 personnes. Je vous souhaite à tous les 2 et à vous tous, mes camarades, une merveilleuse semaine. Et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut!